C'est la saison des auditions à l'Université des Beaux-Arts. Cette pièce est l'œuvre de Petit Mozart d'un lycée berlinois. Il y a quelque chose de désuet dans cette notion d'éducation classique. Il faut savoir jouer les cantates de Bach et avoir tous les grands auteurs dans sa bibliothèque. Est-ce que ça en vaut encore la peine dans un monde où la somme des connaissances double tous les 2 ans et où il faut en plus se soucier du changement climatique et de l'intelligence artificielle? L'éducation est-elle un moyen ou une fin? Et de quelle manière façonne-t-elle ma vision du monde? Tous les individus ou groupes d'individus qui se mettent en demeure d'échapper à un certain nombre de standards, et notamment des standards économiques, m'intéressent. C'est ceux qui essaient de se soustraire à un certain nombre de dictats économiques, mais ils tendent à se soustraire à un certain nombre de tutelles. Ce qui me paraît le geste d'émancipation de base. D'ailleurs, s'émanciper, ça veut toujours dire ça. Ça veut dire échapper à une tutelle. Au départ, d'ailleurs, strictement, c'était échapper à la tutelle du père. C'était un terme juridique, l'émancipation. Nelson Mandela adorait raconter des histoires, il adorait la culture, la littérature, les contes. Et pour lui, l'éducation avait le plus d'importance. Il a envoyé son fils, mon père, à l'université alors qu'il avait 45 ans. Incroyable. Ça montre à quel point Nelson Mandela croyait en l'éducation, aimait l'éducation. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous mensuel. Nous allons, comme à notre accoutumée, avoir 3 moments de réflexion. Un premier moment sur des notions que nous allons aborder, puis ensuite une question sociale et enfin une réflexion autour d'une notion plus spirituelle, plus profonde sur le plan de notre cheminement personnel. Alors j'aimerais m'arrêter dans ce premier moment sur un certain nombre de notions qu'il faut aborder à partir de la notion d'éducation, 3 notions qui vont s'articuler et qui se comprennent l'une vis-à-vis de l'autre. La notion de l'émancipation, la notion de l'aliénation et la notion de la soumission, comme étant des notions qui nous lient à notre type de rapport au savoir, mais également à notre type de relation que nous avons par rapport à la société dans laquelle nous vivons, par rapport à la réflexion individuelle, par rapport à la réflexion collective, par rapport aux idées de l'époque et par rapport à notre conception de la vie. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre, d'essayer de traduire, c'est que l'éducation, la transmission du savoir au sens de l'instruction et la formation d'un comportement qui est lié à cette notion d'éducation, qui est lié aussi à une certaine idée des valeurs de la société dans laquelle nous sommes, des codes sociaux, des codes culturels. Cette éducation, à quoi sert-elle? En fait, éduquer, c'est transmettre un savoir et transmettre des outils, transmettre des instruments. Donc tel ce que nous comprenons de la pédagogie à partir de la notion grecque, c'est de marcher avec pour que la personne puisse marcher seule. Donc on va dans l'instruction et l'éducation transmettre des outils pour permettre à la personne de vivre de façon autonome. Alors évidemment, ce qui va immédiatement apparaître, c'est en fonction de ce que nous voulons que l'être humain soit dans sa société, nous allons lui donner à elle ou à lui les instruments de son autonomie intellectuelle ou sociale et sociale. C'est donc en fonction des finalités que l'on transmet les instruments. Un homme qui a tout sacrifié afin de libérer son peuple de l'oppression, de la tyrannie qui existait avant qu'il arrive. C'est un homme qui croyait en la jeunesse, qui croyait en l'autonomisation des femmes, en l'éducation. Pour que nous puissions supprimer ce cycle de la pauvreté, il faut que nous obtenions les bonnes compétences, les bonnes formations pour utiliser les outils qui nous permettront d'atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, eh bien, parmi les notions dans une société qui vont être importantes dans la réflexion autour de l'éducation, il y a cette idée de l'émancipation. Et donc, l'émancipation, c'est le processus par lequel, à partir de l'éducation reçue, à partir des instruments qui nous sont donnés, une femme ou un homme
s'émancipe au sens où il utilise les instruments qui lui ont été donnés pour pouvoir développer son identité, façonner son savoir, décider de ses actes et de son engagement, avec et à partir de sa propre intelligence et à partir de ses propres choix. Cela veut dire à partir de sa liberté de conscience et sa liberté d'action, d'expression et d'action dans la société. Donc ce processus d'émancipation, il est celui par lequel on attend par l'éducation qu'une femme ou un homme puisse acquérir les outils sans forcément intégrer les idées qui sont liées aux outils ou les finalités qu'on avait données aux outils. C'est-à-dire, ces outils sont les miens et je vais les utiliser pour pouvoir développer, façonner ma propre identité, mon identité personnelle. Si on considère qu'être de gauche, être du côté de l'émancipation, alors logiquement arrive la case de l'autonomie. C'est s'émanciper d'une tutelle pour se rendre autonome par rapport à cette tutelle. Ben oui, la grande cause de l'autonomie, il me semble que c'est central quand même dans l'histoire de l'émancipation. Ça a toujours été ça finalement. Toutes nos luttes, je dis nous là en l'occurrence parce que j'aime bien m'inscrire dans cette lignée, ont toujours consisté à nous organiser pour pouvoir échapper à des structures d'oppression. Voilà, ça a toujours été ça. Ça a toujours été organisons-nous nous-mêmes pour pouvoir être assez forts pour pouvoir échapper. Et là, on pourra mettre en évidence trois notions qui vont être importantes dans l'éducation. La première, c'est la notion de la pensée analytique, de la pensée critique, c'est-à-dire que pour que je puisse prendre les instruments que un corps scolaire, qu'un système scolaire, que des parents vont me donner, c'est que j'acquiers ces instruments et à partir de ces instruments, on m'a donné comme expression de mon intelligence la possibilité d'en faire la critique, d'avoir une pensée critique, de questionner et la pensée et les instruments et l'usage de ces instruments-là. C'est donc la réflexion critique, l'espace par lequel j'entre en relation critique où j'ai le droit non pas simplement de recevoir ce que l'on me dit, mais de questionner ce que l'on me dit à partir de là où on me le dit et à partir de ce que l'on attend aussi de moi quand on me le dit, c'est-à-dire une pensée critique. Ça, c'est un premier élément et qui est la condition de l'émancipation intellectuelle, c'est-à-dire la pensée critique, le fait de pouvoir poser des questions, de questionner le sens de ce qui est dit et les finalités de ce qui est dit. Or, il n'y a pas pour Kant de connaissance indépendamment d'un sujet connaissant. De la même façon qu'il n'y a pas d'objet sans sujet. Il n'y a pas d'objet sans sujet, il n'y a pas de connaissance sans un sujet qui connaît, il n'y a surtout pas de connaissance sans une matière sur laquelle porte cette connaissance au sens strict. Là, nous parlons bien de la connaissance scientifique, et cela suppose en particulier, c'est la thèse, disons, fondatrice, au sens où c'est le premier chapitre de la critique de la raison pure. Nous ne connaissons que ce qui est dans le temps et ou, je dirais, dans l'espace, c'est-à-dire les phénomènes, ce qui peut être donné, constaté, perçu en quelque sorte, c'est-à-dire ce qui est dans la nature. Donc il n'y a pas de connaissance de cet au-delà de l'espace et du temps, de cet au-delà de la nature, mais encore une fois, nous pouvons le penser. De sorte que Kant est le philosophe des limites de notre connaissance. Il est celui qui nous invite, avant d'entreprendre de connaître, à ne pas céder à l'illusion de confondre ce que nous pouvons penser et ce que nous pouvons connaître. Deuxième expression de ce que l'éducation doit nous donner avec l'esprit critique, c'est la capacité non pas simplement de questionner ce que l'on me transmet, mais de formuler une opinion, c'est-à-dire la liberté que je peux avoir non pas simplement de critiquer ce que l'on me dit, mais de dire ce que je pense. C'est-à-dire cette liberté d'expression, cette expression qui est donnée est aussi un élément de l'émancipation, c'est-à-dire ma capacité à formuler. On comprend ici que sous-jacent implicitement à cette condition
de l'émancipation. Si je dois pouvoir dire ce que je pense, il faut qu'on m'en donne les moyens. Quel est l'instrument? L'usage de la langue, l'usage du vocabulaire, l'usage de l'élément culturel aussi, les codes qui sont donnés. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ce que je pense n'importe comment, il faut maîtriser les instruments que la société a constitués pour que je puisse, à partir de ces instruments, exprimer ma pensée. Vous m'avez dit avant que nous allions à l'antenne que votre grand-père n'a jamais voulu être président. On lui a demandé de l'être, il l'a fait par devoir et il a décidé de ne pas briguer un deuxième mandat. Était-ce là, en quelque sorte, un message subliminal dirigé aux autres dirigeants africains? C'est tout à fait ça. Madiba pensait qu'il était un peu déconnecté du monde moderne. Il avait été emprisonné pendant 3 décennies, 30 ans. Et donc, il avait l'impression que la jeune génération était beaucoup plus à l'aise avec ce monde moderne. C'était donc à cette génération de diriger le monde bien. C'est-à-dire, normativement, me donner la possibilité de questionner les normes et d'exprimer ma propre pensée vis-à-vis de ces normes. Ça, c'est un deuxième élément. Ce deuxième axe de l'émancipation est important à partir du moment où on est dans la pensée critique et on est également dans cette formulation-là. Et puis, ce troisième axe, c'est celui qui est pas simplement intellectuel. Il est celui qui va lier le rapport à l'intelligence avec une certaine confiance en soi. Et ça, c'est étonnamment quelque chose que l'on diminue souvent, où on laisse entendre, on l'exprime dans l'éducation de façon un tout petit peu marginale, et pourtant c'est fondamental. Fait partie de l'émancipation la notion de la confiance en soi, c'est-à-dire de la valeur que l'on donne à la question que l'on pose et à la pensée que l'on exprime, c'est-à-dire la transmission de la reconnaissance de la valeur de l'individu, la valorisation. Éduquer, c'est valoriser. C'est valoriser la personne dans ce qu'elle pense et de lui donner une valeur, c'est-à-dire que toute pensée exprimée doit, dans un cadre scolaire, trouver un espace d'accueil, parce qu'elle est légitime, parce qu'elle est valide par le seul fait qu'elle existe. L'école, elle a été créée pour l'ère industrielle, pour travailler dans les usines. Mais c'est dépassé ça, parce qu'elle a même créé des noms pour ceux qui sont en dehors des normes, parce qu'ils dérangent. L'hypersensible, le haut potentiel, l'hyperactif, les zèbres. Mais en réalité, l'hypersensible, son super pouvoir, c'est son quotient émotionnel surdéveloppé. L'hyperactif, son super pouvoir, c'est sa remarquable intelligence corporelle. Valoriser plutôt que de stigmatiser. Ça devrait être ça, l'école. Parce que quand nos enfants rentrent à l'école, ils sont malléables, ils sont formatables. Alors, quand l'école colle des étiquettes sur eux, avec des « elle est lente, elle est turbulente, elle est timide ». Elle l'imprime sur eux. Un peu comme quand vous enfoncez votre doigt dans une pâte à modeler. Ça laisse une empreinte. Et plus vous répétez votre geste, plus l'empreinte est profonde. Et vous voyez, l'école, c'est pareil. À force de répéter à vos enfants qu'ils sont lents, timides, turbulents, elle laisse une empreinte. Une cicatrice, parfois. À nous, adultes, de voir à quel point nos enfants sont exceptionnels et de transformer cette cicatrice en empreinte magique. Non, non, tu n'es pas timide. Tu prends le temps d'analyser. Et ça, c'est une force. Non, tu n'es pas turbulent. Tu es enthousiaste. Et ça déborde parfois. Valoriser leurs forces pour développer leur super pouvoir. Ça devrait être ça, l'école. Cette détermination de l'émancipation de l'être humain va mêler, la pensée analytique et critique, c'est-à-dire la raison, 2, l'expression de la pensée, c'est-à-dire non pas simplement la raison, mais la raison avec le langage, et 3, la confiance en soi, la confiance de ce que l'on a à dire. Et cela, c'est
d'autant plus important qu'il n'y a pas de système éducatif qui pourrait, par exemple, noter les personnes uniquement sur leur maîtrise de la langue ou leur maîtrise du savoir, en diminuant une chose qui est pourtant déterminante, c'est qu'il n'y a pas d'émancipation sans confiance en soi, sans tout un rapport au caractère émotif, émotionnel, psychologique du rapport à la connaissance. Cette émancipation-là, dans le processus que l'on retrouve de façon extrêmement approfondie dans toutes les théories de Piaget, ce que l'on retrouve chez les psychologues, ce que l'on retrouve chez les pédagogues, eh bien, ceci est déterminant pour permettre à une personne d'avoir une autonomie intellectuelle sécurisée, habillée par une confiance émotive, émotionnelle et psychologique. C'est-à-dire non pas simplement penser, mais se sentir en sécurité par rapport à sa pensée. Non pas simplement se sentir en sécurité vis-à-vis de sa propre pensée, mais se sentir en sécurité à l'expression de sa propre pensée. Et ça, c'est une éducation qui est à la fois intellectuelle, elle est à la fois émotionnelle et elle est à la fois sociale. C'est pour ça que dans les systèmes scolaires, il est très important d'avoir une interactivité avec l'autre. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel nous reviendrons dans la troisième partie. L'autre comme étant un espace, une réalité, une présence nécessaire à ma propre émancipation. Si parfois j'ai l'impression que l'autre m'impose la relativité, mais la relativité de mon point de vue vis-à-vis de l'autre, c'est l'émancipation de ma pensée vis-à-vis de moi-même. Je suis dans un processus d'émancipation quand je suis dans un principe de relativité par rapport à la collectivité. C'est étonnant, c'est paradoxal, et pourtant c'est comme ceci que l'on façonne un jeu qui s'exprime de façon autonome. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique paideia se mêle aux principes libertaires. La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Il ne néglige aucun des aspects de la vie. Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Sampuy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Ce qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation, c'est, et à mon avis c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que porte leur projet. Alors vous allez lire des mots, presque, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ce processus-là d'émancipation, c'est ce qu'on devrait attendre de tout système scolaire. C'est ce qu'un enseignant, c'est ce qu'un éducateur, et le murabbi dans la tradition mystique ou dans la tradition éducative que nous avons par exemple dans l'islam, est tout à fait lié à ce processus d'accompagnement et qui doit permettre à la personne non pas d'avoir les capacités d'écouter ce qu'on lui dit, mais de questionner ce qu'il entend, d'exprimer ce en quoi il croit et d'avoir la confiance en soi pour le poser comme étant une pensée valide et qui a de la valeur parce que la valeur de ma pensée vaut aussi par la pensée que j'ai de la valeur de mon être, de mon cœur et de mon intelligence. Ce processus-là, il est nécessaire pour tout système scolaire et c'est ce à quoi nous devrions amener, accompagner la jeunesse aujourd'hui. Vous voyez combien cela veut dire qu'il faut être attentif aux outils que l'on donne pour tous, mais à la singularité de la personne qui reçoit ces outils, et puis ensuite du travail d'accompagnement dans la confiance, dans l'expression de ce rapport à soi et de ce rapport à autrui. Ce travail-là d'émancipation, qui est lié à une certaine éducation et qui, aujourd'hui, est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Parce que
Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où tout cela, tout ce que je peux vous dire là, dans des sociétés qui sont des sociétés ancestrales, des sociétés où l'éducation se fait du maître à l'élève, ou se fait dans des systèmes traditionnels, ou comme l'école pouvait être avant, eh bien aujourd'hui, des moyens se sont placés entre l'enseignant, voire peut-être même entre le parent, et puis l'enfant, entre l'enseignant et l'élève. Et à partir de ce moment-là, ce que l'on conçoit aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le moyen de l'éducation, le média qui se place entre l'enseignant et l'enseigné peut totalement pervertir ceci, de plusieurs façons. D'une part parce que la somme d'informations qui peut venir à l'école est totalement déséquilibrée par rapport à la somme d'informations qui vient par d'autres canaux. C'est-à-dire, autant hier, l'éducation, elle se faisait dans un espace qui pouvait être clos, autant aujourd'hui, par des moyens qui sont absolument phénoménaux, on a une somme d'informations qui viennent coloniser notre esprit. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Et entre un esprit que l'on essaye de construire dans l'émancipation et un esprit qui est sous l'avalanche de l'information qui n'est pas simplement une information sur ce qui se passe dans le monde, parce que l'information sur ce qui se passe dans le monde, factuelle, voilà, il y a une catastrophe ici, il y a un coup d'État là, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est tout ce qui nous est dit du monde, sur le plan culturel, sur le plan du divertissement, tout ça fait partie d'une information qui vient et qui façonne une intelligence, voire même qui va hiérarchiser les choses de façon différente. On est beaucoup plus colonisé par la mort d'un grand footballeur que par une catastrophe qui tue des milliers de personnes. C'est-à-dire la façon dont s'organise l'information dans des médias va totalement inverser l'ordre des priorités. Juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, chez nous, une forme de déconnexion médiatique? Et si à l'école on vous dit ça c'est plus important que ça, la culture dominante par les moyens des masses médias, c'est-à-dire des médias qui traduisent des informations de masse, inverse l'ordre des choses. Et de ce point de vue-là, ce que vous auriez dû acquérir ici en termes d'émancipation critique, là vous êtes totalement soumis à un ordre qui ne vient pas simplement parce que quelqu'un a décidé que cette information était plus importante que celle-ci, mais par la puissance des moyens de la transmission de l'information, et qui sont ici liés non pas à l'intérêt de l'information, mais à sa valeur économique. Cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qui ne sont plus dirigées parfois par des journalistes? Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois sur une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public.
à sa valeur économique, c'est-à-dire combien elle rapporte. C'est pas combien elle importe, c'est combien elle rapporte. Et que de ce point de vue, quand vous êtes soumis à ceci, l'émancipation que vous auriez dû gagner dans l'éducation est en fait en contradiction avec l'aliénation que vous vivez par la somme d'informations qui vous vient. Ici, on construit et on essaye l'émancipation, et ici l'on vit par une avalanche de moyens, par une avalanche d'informations, par une multitude de moyens, on vit une espèce d'aliénation. Et qu'est-ce que c'est l'aliénation? C'est de ne plus avoir les instruments pour critiquer l'ordre des choses, qu'on se voit imposer un ordre dont on ne peut même plus questionner et le sens et la finalité. Et là, de ce point de vue, vous sentez qu'effectivement, oui, vous pensez par vous-même, mais vous pensez par vous-même dans les limites où l'on vous fait penser par la force de l'information qui façonne une certaine conception du monde. Une majorité silencieuse voterait pour qu'on arrête de construire des mosquées. Mais c'est là qu'on... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est leur calcul en tout cas. Donc, moi, par rapport à ça, je dirais quoi? C'est qu'en fait, penser une élection, on ne peut jamais penser une élection en soi. Et c'est-à-dire qu'une élection, elle arrive toujours en aval de tout un tas de choses, de tout un tas de constitutions idéologiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme si vous alliez demander la parole du peuple. Mais la parole du peuple elle-même, et ça reviendra un tout petit peu à ce que vous disiez, elle est formée, elle est façonnée, elle est idéologisée, elle a été poreuse à tout un tas d'éléments de propagande. Donc en gros, si demain je demande au bas peuple français s'il veut qu'on continue à autoriser la construction de mosquées sur le territoire français, ben, j'aurai affaire à un votant type qui aura par exemple 40 ans. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'à la télé, il entend parler du fait que l'islam est dangereux. Ça fait 30 ans qu'à la télé, il a des débats en boucle avec des intellectuels réactionnaires dominants qui expliquent à quel point le grand problème de la France, c'est l'islam. Donc c'est vrai que ce type de 40 ans à qui on va demander ce truc, hein, d'immédiatement, enfin en tout cas de directement s'exprimer sur cette question-là, qui sera d'ailleurs, dont la délibération sera immédiatement décisionnelle, hein, on arrêtera ou pas de construire des mosquées, eh ben, bien sûr, on peut supposer que cette personne dira « arrêtons de construire des mosquées » parce que sinon le salafisme va nous envahir comme on nous le raconte sur LCI et sur BFM depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'effectivement on ne peut pas du tout penser la question institutionnelle indépendamment du corps social dans lequel elle intervient. Le corps social tel qu'il est structuré par des rapports de classe, mais le corps social tel qu'il est aussi traversé par des vecteurs idéologiques qui forment les pensées, qui bousillent les cerveaux, qui déglinguent les neurones, qui induisent en erreur, qui renversent les hiérarchies d'intérêt, qui laisse croire à l'habitant d'un village d'Alsace qui n'a pas vu un arabe depuis 632 que le grand problème c'est le salafisme. On sait bien que c'est des villages où sa vote est fait à 48%, etc. Donc décidément la question électorale en elle-même, elle est vraiment pas, c'est pas une question première. Et là, on est effectivement dans un processus d'aliénation. Ce processus d'aliénation, il est extrêmement difficile à critiquer parce que aujourd'hui, ce sont les moyens techniques. La technologie aujourd'hui nous amène dans des situations où on n'arrive même plus à pratiquement sortir la tête de l'eau, à s'émanciper de ce flot d'informations qui vient. Et donc, de ce point de vue, pour pouvoir s'en émanciper, il faudrait d'abord le comprendre, il faudrait ensuite prendre du recul, il faudrait en faire la critique, puis il faudrait s'armer. Il faudrait, ce que disait Noam Chomsky, quand il mettait en évidence, il faudrait pratiquement une éducation sur la défense, l'autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire comment je me défends intellectuellement, comment rester émancipé quand le flot d'informations m'aliène. Et m'amène à une autre notion. C'est que, non content de m'avoir aliéné, et quand je suis aliéné, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire de l'émancipation. L'émancipation, je pense par moi-même, l'aliénation, je pense par autrui. On me fait penser de cette certaine façon, avec en plus quelque chose de suffisamment vicieux, de me laisser penser que je pense par moi-même ce que l'on m'a imposé comme pensée. Et donc là, de ce point de vue, je dis, c'est bien moi qui le pense, quand on m'a fait penser que je le pensais. Un exemple de l'utopie du socialisme réel de l'homme nouveau, la Corée du Nord. Ici, de la naissance à la mort, on y apprend le culte du grand leader. On y est façonné à devenir un citoyen docile et content de son sort. Pour nous, occidentaux, ces gens sont aliénés. On a même du mal à imaginer qu'ils ne résistent pas tous intérieurement, qu'ils ne résistent pas aux conneries qu'on leur raconte depuis qu'ils sont tout petits.
Voici des images de la mort de Kim Jong-il. Son grand leader perdu, le peuple nord-coréen pleure, se contorsionne de douleur. Nous aimerions pouvoir nous dire qu'ils simulent tous, qu'ils feignent d'être tristes sous la menace, mais qu'ils n'en pensent pas moins dans leur fort intérieur. C'est exactement ce qu'a écrit l'AFP dans la description de la vidéo. Les torrents de larmes déversés par les Nord-Coréens pour le défunt Kim Jong-il sont largement commandés par la peur du régime, mais une part pourrait être sincère, malgré les souffrances endurées sous la main de fer du dirigeant communiste. Mais qui est ce journaliste pour décréter que ces pleurs sont largement commandés par la peur du régime et non pas par un amour sincère du dictateur, comme il semble le suggérer timidement à la fin ? Et si nous nous trompions ? Et si le gouvernement autoritaire nord-coréen avait bel et bien fait naître un homme nouveau, docile, patriote, sincère et dévoué au grand leader ? Admettre cela, ce serait admettre la servitude universelle et surtout le pouvoir absolu des structures et du conditionnement sur les individus. Mais il est toujours plus facile de voir les aliénations des autres que de voir les nôtres. Oui, mettons, la femme voilée est aliénée. Ben oui, elle est aliénée passionnellement. Mais moi, je suis aliéné passionnellement quand je travaille 14 heures par jour. Vous dites, oui. L'aliénation, c'est la désignation de la servitude passionnelle de l'autre, sans qu'on voit jamais la sienne propre. Le pivot, le point central, il est là. Se croire libre, c'est ignorer, sciemment ou non, toutes les structures qui nous déterminent. Et les ignorer, c'est renoncer à les combattre ou à les transformer. Vous voyez comment la subtilité se renverse. Et là, on s'aperçoit que nous pouvons être, au nom même d'une fausse conception de l'émancipation, d'un nécessaire face-à-face avec ceux qui nous aliènent, eh bien dans un véritable processus de soumission intellectuelle. De soumission intellectuelle, c'est-à-dire de penser comme tout le monde pense. Et puis de penser même qu'on a nos singularités. Regardez ce qui arrive avec les effets de mode, par exemple. C'est assez étonnant que dans les effets de mode, beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont une singularité, et puis quand vous les regardez, ben, ils sont tous habillés pareil. Ils ont la singularité d'avoir tous été soumis au même mode, c'est-à-dire les grandes marques, c'est-à-dire les façons de s'habiller, les façons de penser. Et c'est là, en fait, le sommet de l'autre terme que nous avons vu, l'aliénation. Donc, un émancipé ou un soumis qui se sent ou qui se croit émancipé est en fait véritablement aliéné. Vous voyez comment les trois concepts sont liés et comment il faut, de ce point de vue, revenir aux fondamentaux de l'éducation, qui, parce qu'elle va nous mener à l'émancipation réelle, par l'esprit critique, par le fait de poser des questions, par le fait d'exprimer sa pensée, par le fait de former une identité qui soit confiante et assurée et autonome, peut de ce point de vue-là affirmer son émancipation par rapport à la culture ambiante, par rapport à la pensée ambiante, par rapport à l'uniformité ou l'uniformisation de la pensée, pour s'extraire de la réalité collective, pouvoir s'affirmer contre la soumission qui est celle de l'effet de mode, de la pensée qui est la pensée générale, généralisée, commune, imposée, la pensée unique, et puis d'un autre côté, effectivement, pouvoir s'affirmer dans un engagement vis-à-vis du monde, qui est un engagement qui se fonde sur cette volonté permanente, avec humilité, avec détermination, de pouvoir développer sa pensée, de pouvoir rester critique par rapport au monde qui nous entoure et sans toujours être dans l'opposition, être dans une construction de soi vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de la culture commune qui soit celle de la proposition, comme on le dit tout le temps, l'émancipation par rapport à la société dans laquelle on est, c'est de se déterminer, de prendre cette identité d'être une force de proposition critique, constructive et positive contre toutes les aliénations et contre toutes les soumissions de la pensée. Voilà pour cette première partie. Je vous retrouve tout de suite pour une question, pour un débat sur une question sociale. Tout à fait. À présent, c'est notre responsabilité. Ils ont fait leur travail. Pour moi, je pense qu'ils ont fait leur travail. Et à présent, nous luttons. Mais nous luttons dans une lutte différente, une lutte psychologique. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs. Vous avez parlé des chaînes psychologiques dans votre livre, qu'il faut briser ces chaînes psychologiques qui sont très difficiles. Exactement, c'est très dur. Car quand on lutte physiquement, on peut pointer du doigt les ennemis, le juge, la police, etc. Mais aujourd'hui, l'ennemi principal est en nous. C'est vous-même.
Rebonjour. Nous voilà pour la deuxième partie de notre rendez-vous mensuel autour d'une question sociale. Et la question sociale sur laquelle nous allons nous arrêter, elle est un peu en lien avec la discussion que nous venons d'avoir, qui tourne autour de la question de la globalisation et des cloisonnements dans nos sociétés aujourd'hui, ce que nous vivons à plusieurs niveaux et de façon différente, selon nos positionnement, selon notre position sociale, selon notre statut, selon même notre rapport à la pensée commune et à la pensée critique. Quand on observe le monde aujourd'hui, et ce que nous disions tout à l'heure dans la première partie par rapport à l'émancipation, par rapport à la capacité de penser par soi-même, de poser des questions et en même temps de s'affirmer en confiance, on s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes dans une ère, nous l'appelons depuis maintenant une quarantaine d'années, l'ère de la globalisation. L'ère de la globalisation, c'est finalement un triple aspect. Dans la globalisation, on parle de la globalisation de l'économie, évidemment, puisqu'elle dépasse le champ strictement national. On parle de la globalisation des communications, des moyens de communication, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec Internet. Et puis on parle de la globalisation d'une culture dominante. En général, quand on parle de globalisation aujourd'hui, souvent, culturellement, on parle de l'occidentalisation du monde. Parce que les valeurs, les références, les modes d'expression, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan artistique, cinématographique, eh bien, sont souvent les modes et les valeurs qui viennent de l'Occident. Cette globalisation-là, avec cette triple dimension économique, dans la communication, les moyens de communication et culturels, eh bien, on va avoir comme effet quelque chose de tout à fait paradoxal. Autant nous sommes dans une globalisation par les moyens et les valeurs, autant nous allons voir apparaître à travers le monde, et c'est vrai à peu près partout, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Europe, aux États-Unis et en Amérique, on va voir un type de rapport nouveau que les individus ou que les groupes d'individus ou les cultures locales ou que les régions vont déterminer par rapport à cette globalisation. En fait, tout se passe comme si la globalisation, en particulier sur le plan culturel et sur le plan des moyens de communication, nous avait fait perdre nos repères, les repères qui sont ceux du quotidien, quand on a que la communication immédiate et physique avec son interlocuteur, on reste dans son champ culturel, on reste dans ses repères, on reste dans ses valeurs, on reste dans sa société. Quand tout à coup tous ces éléments partent et que la communication est remplacée par la connexion, et c'est pas du tout la même chose, vous vous apercevez que vos anciens repères de valeurs, de rapport à l'espace, de rapport à autrui, eh ben, s'effritent, ou en tout cas se réforment, ou sont questionnés par cette réalité-là. Et donc, les anciens repères disparaissent. C'est vrai sur le plan culturel, à cause des moyens de communication, et si en plus de cela, on s'aperçoit que tout ce qui faisait la nation, de ce qui faisait l'appartenance à une société, eh bien, est remis en cause par un autre phénomène qui est lié aussi à la globalisation, qui est une conséquence, c'est le quatrième facteur, c'est-à-dire l'immigration, où on a la présence de celui qu'on concevait hier comme l'étranger parmi nous aujourd'hui et qui vient lui-même dans la proximité remettre en cause nos valeurs, eh bien, tout se passe comme si cette globalisation qui remet en cause, qui fait exploser d'une certaine façon, qui dérange les anciens repères, allait pousser les êtres humains à réaffirmer les repères de la proximité. Pratiquement le réflexe identitaire. Quand mes repères de situation s'effondrent, je crée des repères d'identité qui me fondent, qui vont me resituer dans le monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec toute cette expression de ce qu'on appelle le populisme ne sachant pas ou jouant sur l'émotion de ceux qui ne savent plus
vivre avec le monde, eh bien, vont créer un petit monde identitaire. Le populisme, c'est ça, c'est de dire l'extériorité, l'étranger, l'autre, le monde qui change est un monde dangereux. Mon identité qui ne change pas, mes valeurs de proximité sur lesquelles je me fonde sont ceux qui vont me donner une sécurité. Et vous vous apercevez que la globalisation dont l'espérance était de vous ouvrir vers le monde a comme effet une posture réactive qui est de vous fermer sur votre monde de sécurité, de cette zone de confort dans laquelle vous êtes, que vous allez construire. Et là, vous vous apercevez que ce sont des cloisonnements. Nous sommes dans une société qui va cloisonner par sécurité, parce que le monde global déstabilise, parce que les repères changent, parce que la population change, parce que l'économie est devenue mondiale, parce que les communications sont mondiales, même si, en l'occurrence, quand on est en Occident, la culture dominante est occidentale, mais cette culture dominante occidentale, elle remet même en cause, elle nous permet même pas forcément de trouver sur le plan national nos repères, sur le plan national notre façon de vivre d'hier. Donc tout semble changer entre hier et aujourd'hui, nos repères disparaissent, nos espaces de sécurité sont remis en cause, et donc on va se reconstruire un espace qui est un espace de sécurité. Autour de quoi? De trois notions. La première notion, c'est mon identité. C'est le moi, c'est le je. Et avant même mon identité culturelle, c'est le je. Et ce primat de l'individu et de l'individualisme, eh bien, c'est ce que vous voyez dans la culture dominante. Cette culture globale est une culture globale de l'individualisme. C'est toi d'abord, c'est je d'abord, c'est moi et ma propre destinée. C'est-à-dire, c'est comment je vais vivre avec moi d'abord. Et dans la société, ce qui va se construire, c'est au lieu de penser mon rapport à autrui dans mon devoir d'échanger, dans mon devoir de solidarité, ça va être mon droit de citoyen. D'abord moi, d'abord le je. Et tout ce qui peut être un obstacle à ce je qui s'affirme est perçu comme la possibilité d'une souffrance personnelle, d'un mal-être. Et donc le je devient le paramètre, la référence à partir de laquelle je vais construire mon identité et ma sécurité. Cet individualisme-là est problématique parce que même dans l'approche de ceux qui vont accompagner les psychologues, les psychiatres, tout ce travail d'accompagnement va forcément partir à partir de ce jeu-là. Et donc, à un moment donné, on se trouve dans le piège que l'on voulait éviter, à vouloir reconstituer le jeu dans un monde dans lequel on pense que la sécurité est dans le jeu et non pas dans l'espace social, dans la solidarité, dans le don et dans l'échange, eh bien, le piège se referme. Là où il fallait sortir l'homme de ce jeu pour le replacer dans la société et dans le bien-être et dans la paix sociale et de comprendre que ma paix vient aussi de la paix qui se construit avec mes semblables, eh bien on finit par se penser individualiste et isolé, ce cloisonnement du jeu. Et puis il y a une deuxième réalité qui apparaît sur le plan social, c'est cette identité culturelle. C'est à partir du jeu, eh ben je vais me projeter dans cette identité nationale. C'est mon pays, c'est ma nation, c'est ce nationalisme. Et quand la globalisation met à mal l'appartenance à un pays, eh bien la réaction de protection, c'est de dire je comme individu et je comme étant porteur de cette culture, ça c'est mon pays, et qui va nous permettre finalement, dans un rapport de binarité, je suis cet individu qui appartient à cette société, et ceux qui n'en sont pas membres, ceux qui n'appartiennent pas à cette société, sont les dangereux, cette binarité. Et je construis mon identité culturelle par l'opposition à celui qui n'est pas moi, et je trouve ma sécurité
en hypertrophiant, en insistant sur les caractéristiques spécifiques de mon appartenance. C'est ma couleur, ça peut être ma religion, ça peut être mon origine, ça peut être X ou Y raison. Et on voit de ce point de vue-là un deuxième espace, une deuxième réalité du cloisonnement. Et si vous allez encore plus loin, vous vous apercevez que vous pouvez passer de cette identité-là à un rapport à une civilisation. Et c'est ce qu'on a pu appeler avec Huntington le clash des civilisations, mais c'est tout à coup un rapport à autrui qui est basé sur une conception du monde. Nous n'aurions pas les mêmes valeurs, nous n'aurions pas la même conception du monde, et les deux seraient de ce point de vue absolument irréconciliables, sauf si l'autre comprend que mes valeurs à moi sont universelles. Donc j'aurai le monopole de l'universel et je me situerai par rapport à l'autre qui est un danger parce qu'avec sa relativité, il remettrait en cause mon universel. Et nous sommes ici dans un troisième espace de cloisonnement. Alors tout ça peut paraître très théorique et pourtant, dans notre quotidien, ce que je suis en train de vous dire est une réalité, est une traduction que l'on voit chez beaucoup de nos concitoyens. Regardez comment les choses se passent. Et encore une fois, tout ça n'est pas simplement un phénomène occidental. Vous allez dans les sociétés africaines, regardez comment même dans des sociétés africaines où la pluralité culturelle, la pluralité des dialectes, on pouvait parler dans certaines sociétés, et encore aujourd'hui on peut parler dans certaines sociétés africaines jusqu'à 200 dialectes. Donc on a cette pluralité-là, on a un rapport à l'univers, on sait même les différences, les subtilités qu'il peut y avoir entre les Peuls et les tout-couleurs, et puis on le sait ceci, on connaît ceci, on sait ce qui peut venir aussi des Touaregs. Tout ça, on le connaît, on était dans le respect. Et tout à coup, quand les frontières s'ébranlent, quand le rapport à la culture, le rapport à l'économie, le rapport même à cette culture occidentale qui passe par tous les moyens, réseaux sociaux, comme télévision, comme radio, etc., eh bien tout à coup, on s'aperçoit qu'on a ce cloisonnement. Le même individualisme, malheureusement, ce qui pouvait faire la particularité des cultures du Sud, cette générosité, ce don, ce partage, eh bien regardez ce qui se passe dans les capitales. Regardez ce qui se passe dans les capitales. La colonisation culturelle, elle n'est pas forcément l'occidentalisation, elle peut être l'individualisme, le « je réussis », c'est moi d'abord. Et vous voyez bien la perte d'un certain nombre de valeurs qui étaient fondamentales, les valeurs de générosité, les valeurs d'hospitalité, les valeurs de... Rien que la valeur du rapport au vieux, à celui qui est âgé, qui est le porteur d'une mémoire de la famille, d'une mémoire de la tribu, d'une mémoire des racines, eh bien tout ceci se perd. Alors on pourrait penser que la colonisation culturelle se fait par l'américanisation des films, mais c'est pas ça, c'est pas ceci qui est le plus dangereux. Ça, ce n'est que la surface d'une colonisation beaucoup plus profonde, quand ces valeurs-là, qui sont des valeurs d'ouverture sur le monde, au nom de la globalisation, font que l'Africain, ou l'Asiatique, ou le Nord-Africain, ou le Sud-Africain, eh bien finalement, comme tous les autres à travers le monde, eh bien finalement se referme sur son individualisme. Et plus que ça, il va même aussi, lui, revendiquer son identité culturelle. Et on va voir les mêmes dérives. Il peut y avoir parmi certains noirs la même revendication de la spécificité du noir par rapport au blanc que dans l'histoire nous avons vu le blanc vis-à-vis du noir. Et la même chose dans les peuples asiatiques. Et c'est cette même conséquence de la globalisation qui produit ces cloisonnements, les enfermements. Et on voit qu'il y a ce jeu, il y a ma culture, et puis ensuite il y a aussi parfois ma religion ou ma civilisation. Et ce qui est véritablement dangereux dans tout ceci, c'est que nous nous apercevons que ces réactions, qui sont des réactions intellectuelles et émotives à la fois, elles ne sont pas qu'émotives, elles sont intellectuelles, elles sont orientées, nourries par l'émotion, construites par l'intelligence. Parce qu'on finit par construire un univers
par l'émotion qui nous pousse de ce point de vue-là. Et que quand on se trouve avec cette réalité de l'émotion et de l'intelligence qui construit, eh bien, on finit par avoir une pensée qui est fermée, en fait. C'est le paradoxe de la globalisation. Une globalisation ouverte qui produit une pensée fermée, qui produit une pensée assiégée, qui, au lieu de s'ouvrir vers le monde, produit une attitude défensive de soi vis-à-vis du monde, parce que tous les repères semblent, de ce point de vue, s'être délités, s'être effrités. Et encore une fois, on dirait intellectuellement que c'est pratiquement une maladie qui est universelle. Une maladie au sens où c'est le contraire du rapport naturel de l'homme avec son environnement. Il y a quelque chose de maladif à se laisser coloniser par une émotion qui construit intellectuellement une identité négative, une identité de l'opposition, une identité du cloisonnement. Je suis par le fait que je me protège et non pas par le fait que je partage. Je suis par le fait que je m'affirme contre et non pas que je m'affirme avec ou que je suis avec. L'inverse de tout ce que pouvait être d'ailleurs l'humanisme qu'on trouve dans l'humanisme religieux, l'humanisme athée, l'humanisme qui a traversé les âges, la revendication d'une rationalité qui s'ouvre sur le monde et qui interagit avec et l'univers et les êtres humains, le commun des mortels, puisque ce qui nous est commun, c'est d'être mortel, et ce qui doit être commun aux mortels, c'est la communication, c'est le partage et c'est l'ouverture vers l'autre. Ceci, c'est ce que nous devrions espérer. La globalisation est en train de nous mener parce que nous ne savons plus donner un sens à l'éducation. Les finalités de l'éducation se perdent dans cet univers. La maîtrise des moyens se perd par une hypertrophie des moyens. Et puis surtout, la perte de nos objectifs. Au bout du compte, que voulons-nous et où allons-nous dans un monde qui est devenu global, où on a l'impression que ce qui donne sens à la globalité, c'est la globalité elle-même, et ce qui donne sens à la globalité qui est le sens de ce monde global, c'est plus d'argent, plus d'acquisition sur le plan financier et sur le plan économique, comme si la globalisation était la réalité naturelle de l'évolution humaine quand les hommes ne pensent plus qu'à acquérir des biens et ne pas servir le bien ou servir la sagesse qui devrait mener les êtres humains à être en communication les uns avec les autres et à accepter comme l'une des plus belles, l'un des plus beaux cadeaux qui est fait à l'humanité, c'est sa diversité, parce que la diversité de l'autre et la différence de l'autre, c'est ce qui me grandit, c'est ce qui me permet de grandir. Si tu me ressembles, je me perds, mais si tu es différent, je me trouve. Cette réalité-là de la relation humaine devrait nous faire réfléchir les uns et les autres. Je vous retrouve tout de suite pour une réflexion sur l'autre, sur le plan spirituel. À tout de suite. Rebonjour. Eh bien, dans la suite de ce que nous disions sur d'abord l'éducation, l'émancipation, puis ensuite notre discussion tout à l'heure sur les cloisonnements et l'identité, eh bien, il y a une notion spirituelle, philosophique, religieuse, qui est celle sur laquelle il faut que nous nous arrêtions parce que, justement, elle va nous permettre de comprendre comment le cheminement spirituel, qui est fondamentalement intime, personnel, individuel, est profondément nourri, orienté, construit même par la présence de l'autre. Par la présence de l'autre. Et pour bien comprendre la nécessité de cet autre dans notre vie, prenons l'espace de quelques secondes l'histoire de l'homme, l'histoire de l'être humain. Et nous apercevons que à chacune des étapes de notre vie,
tout se construit par rapport à l'autre. Tout se construit par rapport à l'autre. Notre arrivée au monde fait que nous sommes dans une dépendance en tant que bébé, tout de suite, de la maman, du papa, des parents, et que cette dépendance, même s'il se trouvait, comme ce peut arriver, qu'on n'ait pas de papa ou de maman qui soit là, mais nous avons besoin de cet adulte qui va nous entourer, qui va nous protéger, qui va nous accompagner. Et cet accompagnement, il a une triple dimension. Il a une dimension affective, c'est-à-dire de protection par la présence, par la caresse, par le toucher, par la voix, par simplement le fait d'être présent. Il y a, avec le temps, tout ce qui va consister à offrir à l'enfant les premiers besoins de la nécessité fonctionnelle, et donc c'est simplement de lui permettre de rester en vie. Donc il y a la présence, il y a la réponse aux besoins naturels, et puis il y a ensuite l'interaction. À un moment donné, l'expression chez l'enfant qui peut être d'un manque, qui peut être d'un besoin, qui peut être de la présence, et donc il y a une communication. Ce premier élément, ce premier espace, ces premiers moments de la vie mettent en évidence que nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas demeurer sans la présence de cet adulte qui nous fait et qui va nous accompagner à accueillir la vie et à nous inscrire dans la vie. Et avec le temps, nous apercevons qu'ensuite il va y avoir dans notre construction, eh bien, un rapport à nos pères, un rapport à d'autres enfants, potentiellement. Alors dans nos sociétés, dans nos familles, c'est soit le frère ou la sœur, c'est soit l'autre enfant, et à ce moment-là, il y a cet échange. Et cet échange-là permet à celui qui est un je de rencontrer ce tu, de rencontrer cet autre, et ce qui va se passer avec le père, c'est le père au sens de cet autre, cet alter ego qui est en face de moi, c'est trois choses aussi. La première, c'est bien entendu la présence et la communication. Et la communication, elle n'est pas forcément verbale. La communication, elle est dans le geste, elle est dans la présence. Et puis il y a le partage, l'apprentissage que ce que je suis l'est parce que tu es, et ce qui m'appartient peut être partagé avec ce qui t'appartient. Et donc l'apprentissage du don, l'apprentissage du partage, l'apprentissage de la générosité. Cela ne peut se faire que si on est avec un alter ego, avec un autre qui est là, qui nous est semblable et qui pourtant jamais ne nous ressemble. Parce que c'est ceci aussi qui va être très très important, c'est ce que les enfants apprennent très vite, peut-être même parfois le comprennent beaucoup plus naturellement que les adultes. Jamais mon semblable n'est semblable à moi. Il me ressemble, mais il n'est pas moi. Il n'est jamais moi. Il est cet autre qui me ressemble et qui pourtant jamais n'est moi, et par rapport auquel je vais devoir apprendre, est le partage, est le don, est la communication. Et puis, avec le temps, eh ben, nous grandissons dans cette relation sociale avec ceux qui sont de notre âge, avec ceux qui sont des adultes, et à un moment donné, la roue tourne, les choses s'inversent, et ce sont nous finalement qui devenons des parents et qui devons accompagner l'enfant qui va venir au monde et qui va revivre le cycle de la vie. Eh bien, ce que nous comprenons dans toute cette expérience individuelle, c'est que l'expérience de l'individu qui devient et qui est et qui grandit dans son individualité, jamais elle ne peut se vivre ni dans l'intimité, ni dans la société, sans l'interaction qu'il y a avec l'autre qui me ressemble, l'autre qui m'accompagne et qui n'est jamais tout à fait le même, ni tout à fait moi-même, qui est un autre justement. Cette expérience, elle est essentielle à la spiritualité, elle est essentielle au type de rapport que l'on a déjà avec le monde et que l'on a avec Dieu. Ce que l'on sait, ce que nous dit par exemple le livre
révélé, nous avons créé de tous les êtres, nous avons créé deux. Deux, c'est la réalité de l'homme. C'est moi et puis un autre. C'est moi dans la réalité qu'il y a avec mon alter ego, un autre être humain, et vis-à-vis duquel, dans ma relation avec lui, toutes les valeurs qui vont me fonder devant Dieu dans le bien, devant les hommes dans le bien, vont être liées à mon interaction avec autrui. Et ça commence par des choses extrêmement simples. Par exemple, l'une des caractéristiques de la sagesse, pour celui qui apprend cette sagesse, c'est l'écoute. C'est la capacité à se taire et à entendre, à écouter. Alors c'est autant entendre la nature quand elle dit ce qu'elle dit, quand personne ne l'écoute, ce qu'elle dit sont les mots et qu'elle parle de sa présence, de la beauté qui la caractérise, parce que la nature parle de sa beauté même si nous n'en entendons pas. Le problème, c'est pas que c'est pas la nature qui ne parle pas, c'est que nous n'avons pas les oreilles pour l'entendre. Eh bien, cette nature qui nous parle depuis que nous sommes très jeunes vient un jour où nous avons un autre être humain qui nous parle. Et la sagesse, elle commence par cette écoute-là. Et on comprend que toutes les caractéristiques qui vont déterminer un être humain dans sa noblesse et de sa grandeur passent par la médiation de l'autre, l'autre dans sa vie. Pour que tu puisses avoir la sagesse de l'écoute, il faut que tu aies la générosité de ma présence. Il faut que l'autre soit pour que tu deviennes meilleur. Parce que si je suis et que tu m'écoutes, tu me reconnais et tu grandis dans la reconnaissance. Parce que tu m'écoutes, parce que tu fais cet effort d'écouter. Mais c'est pas tout. Puisque je suis là et que tu m'écoutes, il faut que tu puisses, avec cette écoute, avoir l'échange. Parce que Dieu t'a donné la parole et que la sagesse de l'écoute se marie avec la sagesse du partage. Et ce partage, il ne commence pas quand tu donnes ce que tu as, mais quand tu donnes ce que tu es. Quand tu partages ce que tu es. Raison pour laquelle la formule coranique, ceux qui dépensent des biens qu'on leur a donnés, c'est pas forcément le bien matériel. Donne de ce que tu es. Ce que tu es, c'est un être qui a des oreilles pour entendre, un cœur pour partager, une bouche pour dire et une intelligence pour comprendre. Et c'est cette présence de l'autre qui te fait grandir. En d'autres termes, seul, tu ne peux grandir spirituellement que si tu es en interaction avec une autre solitude que tu rencontres. La voie spirituelle, ça n'est pas de faire semblant qu'à deux nous ne sommes pas seuls. Non, ce sont deux solitudes qui se grandissent l'une l'autre, qui savent leur solitude, mais qui savent leur destinée commune. Et c'est ça un couple. Un couple, ce n'est pas deux solitudes qui se perdent, c'est deux solitudes qui se rencontrent. Parce qu'elles savent que devant Dieu, elles sont seules, et qu'elles savent que devant des hommes, elles sont deux. Elles sont deux. Et donc, c'est ceci qu'il faut réussir à faire. Jamais nous ne sommes semblables à un autre, et jamais nous ne sommes la moitié d'un autre. Mais ce qui est plus fort encore, c'est de réussir à garder la force de cette solitude intime, de ce rapport, de ce travail personnel qu'on a à faire avec Dieu dans la verticalité et dans la rencontre avec l'autre. Alors c'est vrai avec le frère, c'est vrai avec l'ami, c'est vrai avec l'épouse, c'est vrai avec le mari, c'est vrai avec les enfants, et ce sont ces interactions, ce sont ces types de rapports qui sont dans la reconnaissance, qui vont développer ce type de rapport à soi, à l'autre et à Dieu. Quel est le secret de tout ce que nous sommes en train de dire? Quel est le secret de ce type de rapport que l'on a avec autrui, puis ensuite avec soi, et puis qui nous élève? Il y a un secret qu'on trouve et qui traverse tout le livre sacré, d'ailleurs tous les livres sacrés. On le retrouve avec force dans la tradition chrétienne quand il est dit que Dieu est amour. Mais on le retrouve fondamentalement ancré dans la tradition musulmane quand il est dit que finalement, fondamentalement, ce qui va déterminer notre rapport à l'autre,
à l'autre qui nous est semblable, c'est un acte de reconnaissance, de respect et d'amour. Un acte d'amour, au sens où nous devons, en termes de valeurs, évidemment, toujours nous méfier de nous-mêmes et de nous méfier de nos semblables. Mais dans le partage et dans la reconnaissance de notre destinée commune, l'acte fondateur qui fait que je comprends comment utiliser au mieux mes oreilles pour entendre, mon cœur pour accueillir, mes yeux pour voir, ma bouche pour parler, ma langue pour exprimer, que je puisse exprimer ce bien. Comment pouvoir le vivre de façon construite, de façon qui m'élève dans le bien, si la source de toute cette réalité-là n'est pas fondée dans l'amour de Dieu, et dans l'amour de Dieu qui crée, l'amour de ce qu'il a créé. L'amour au sens de ce respect, de cette relation révérentielle avec ce qui est. Et ça change tout. En fait, ça change tout parce que quand vous observez la nature, quand vous observez l'espace autour de vous, vous commencez déjà à concevoir, il y a je et il y a ce monde qui est déjà l'autre. Il est l'autre. Et pourtant, dans le miroir de cet autre, de ce monde-là, je vais trouver ce que Dieu m'a dit. Il y aura autant de signes dans le monde qu'il y en a dans ton cœur. Et ces signes-là, ce qu'ils doivent te faire comprendre, c'est que tout ça, c'est cadeau. Et qu'on aime celui qui fait cadeau. Et du monde, et du cœur. C'est cette première attitude. Et ensuite, eh bien, on va rencontrer le semblable. Et le semblable, encore une fois, qui n'est jamais moi, qui n'est jamais le même que moi, qui toujours est différent. Et alors, à ce moment-là, dans sa différence, je vais pouvoir comprendre que même s'il me ressemble dans ma culture, dans ma couleur, dans ma langue, je vais avoir comme épreuve de la vie le nécessaire apprentissage d'aller loin pour comprendre ce qui le singularise de moi. Mon respect pour l'autre, c'est de comprendre sa singularité malgré toutes les ressemblances apparentes. Ça, c'est un premier élément. Et vous voyez que quand vous rencontrez quelqu'un de différent, le défi est l'opposé. C'est-à-dire, malgré toutes nos différences de couleur, de langue, d'origine, il faut que je travaille à trouver les singularités qui nous sont communes, au-delà des différences apparentes. À celui qui me ressemble en apparence, trouver sa singularité qui le différencie. À celui qui est différent en apparence, trouver ce qui nous est commun et nous réconcilie. C'est cette épreuve de la spiritualité qui nous fait toujours dire « méfiez-vous des apparences et méfiez-vous des ressemblances ». Méfiez-vous toujours des définitions ou des conclusions hâtives, parce que votre chemin spirituel est toujours de questionner et d'approfondir. Au nom de l'amour qui constitue le cheminement spirituel, au nom de Dieu qui vous appelle à votre destin et à la réalisation de votre destin, et au nom aussi de votre engagement humain, de ce cheminement spirituel. Et donc on comprend qu'il n'y a pas de cheminement spirituel, qu'il n'y a pas de compréhension de ce je généreux, de ce je qui est partage, si je ne suis pas dans cette relation à l'autre. Et en conclusion, ce qui va être tout à fait étonnant, c'est que dans cette expérience de ce rapport avec l'autre, à un moment donné, dans ce cheminement, quand on prend de l'âge, quand on prend de l'expérience, on s'aperçoit que ce miroir, parce que c'est ce que nous dit aussi le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, l'autre est ton miroir. Il faut que tu sois le miroir de ton frère et de ta sœur. Sois ton miroir. Fais en sorte que tu resplendis de sa splendeur, que tu embellisses ce qui peut être sa vision de lui-même. Et quand on est dans cette expérience-là, on s'aperçoit quand on revient à nous, qu'en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, il se peut qu'un autre nous habite, que même nous, nous avons notre conscience et la conscience que nous avons de nous-mêmes, que en fait, nous sommes aussi deux, celui qui avance,
celui qui se constitue est celui qui s'observe, celui qui se regarde grandir, celui qui se regarde partager, celui qui s'observe pour devenir quelqu'un de meilleur. Non pas du tout dans un rapport schizophrène à soi, pas du tout, dans un rapport de conscience à soi. La conscience de soi qui m'habite me dit que je suis celui qui agit et celui qui se regarde agir, et que dans mon rapport à l'autre, eh bien, c'est un rapport de ce même don. Et donc, plus je sais m'habiter de cette conscience, plus j'ai aussi la conscience de l'autre. Et nous marchons sur le même chemin, et nous partageons les mêmes espérances. Au nom, encore une fois, de cet amour qui nous constitue, et de ce destin qui nous rend similaires, qui nous rend semblables, sans être identiques. Voilà pour cette expérience de la spiritualité à travers l'autre, en soi et avec l'autre. Je vous retrouve pour un prochain rendez-vous mensuel dans un mois. Que la paix vous accompagne et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.